va quitter la salle. Donc merci d'être venu ce soir. Profitez de la présence du Stade Toulousain qui est au RCSR. C'est un bel événement, 120 jeunes, presque le record. Presque le record à Uni, donc c'est bien. Il y a des jeunes de tout le territoire, de toute la Haute-Savoie. Donc c'est un bel événement. Et les éducateurs aujourd'hui sont en train de s'inspirer à l'instant présent de tout ce que vous apportez dans la formation toulousaine. Donc ça sera bénéfique sur plein de choses. Donc on va profiter de ta présence, on fait ça simplement pour voir si vous devez poser des questions. Déjà, peut-être il y a 2-3 thèmes qui nous paraissaient intéressants. C'est déjà toi voir le regard que tu portes sur l'évolution du rugby, ce que tu as pu connaître en tant qu'international, et ce que tu vis à travers ton fils aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton retour. Et après, on a plein de questions à poser sur comment le Stade Toulousain fait pour rester au plus haut niveau tout le temps. C'est quand même, je pense qu'il ne suffit pas de s'appeler le Stade Toulousain pour rester au haut niveau. Il faut se réinventer, on en parlait un peu ce matin, innover. La culture du Stade Toulousain aussi. Parce que, ce qui est assez flagrant dans ce club, c'est que le président, toi, le staff, vous êtes tous des anciens joueurs. Donc comment on entretient cette culture-là? Et puis après, on enchaînera aussi avec d'autres sujets. Donc déjà, toi, ta carrière, et comment tu vois l'évolution du rugby et comment tu la vis à travers ton fils. Oui. Et t'es grand-père depuis pas longtemps, si je veux. Non, pas encore. Ah, pas encore. Ça va arriver. Ça va arriver au mois de juillet. L'évolution du rugby, oui, forte, forcément, on la constate en regardant les matchs, en regardant la vitesse, le jeu. Je dirais qu'il a évolué de belle manière, c'est-à-dire que ça reste du rugby, ça reste un accompagnement, je dirais, bien plus soutenu que ce qu'on avait à notre époque. Et encore, je dirais que sur la fin, moi j'ai vécu 10 ans de professionnalisme, je suis arrêté en 2005. Le rugby commençait déjà à être structuré, mais voilà, je pense que l'évolution fait qu'à un moment on essaie toujours de trouver des idées meilleures, de trouver des innovations qui permettent finalement de rester et de proposer, je dirais, un rugby toujours plus, je dirais, pas champagne, mais en tout cas spectaculaire, parce qu'il répond aussi aux exigences. On va dire qu'aujourd'hui, les entreprises rugby comme le Stade Toulousain sont des vraies entreprises. C'est un club sportif, mais c'est une entreprise qui gère aussi pratiquement 140 personnes. Et on y retrouve forcément l'aspect sportif, rugby que vous voyez, mais aussi l'association, toutes les entités, je dirais, qui permettent finalement de préparer les plans de succession. Et puis après, en sein même de la gestion, je dirais, du club sportif, de la SASP, c'est du marketing, de la communication, des boutiques, des restaurants, maintenant, une billetterie, et puis pas mal, je dirais, de choses aussi autour du club qui permettent finalement de générer une attractivité un peu forte. Forcément, quand on parle économie, on parle aussi de ressources. C'est vrai qu'on a la chance d'appuyer dans un territoire assez fort qui est le Grand Toulouse sur beaucoup d'entreprises. Je crois qu'on est pratiquement pas loin de 400 entreprises partenaires au club. Non, on a 190. C'est pour ça, on peut aussi on peut y aller. Elle nous lâche pas, Céline, elle nous lâche pas. Ça s'est pas fait en 6 mois aussi, ça a été construit de longue durée. On parle d'identité, on va y revenir un petit peu. On a la chance de s'appuyer sur des maisons fortes, pour ne pas citer, que ce soit Airbus, Peugeot, on en parlait tout à l'heure, Fiducial et d'autres qui sont historiques, qui sont là depuis des années. Mais il a fallu quand même s'appuyer aussi d'autres partenaires, plus ou moins gros, pour que chacun, puisse adhérer, je dirais, un peu à l'image du club et puis puisse permettre aussi d'apporter sa contribution. Donc oui, c'est un gros bateau. Comment le rendre pérenne? On parlait tout à l'heure d'identité. Ouais, une fois, je veux parler de ce que je connais. Ça va, oui, là-bas. C'est Dany qui a été un ouais, je pense qu'on a voulu préserver, encore une fois, je pense que même si on évolue, qu'on se modernise, on ne veut pas couper avec les valeurs du club. Et c'est important d'être en phase avec les fondations de notre club, qui sont des valeurs, je dirais, de proximité. C'est souvent on me dit, mais tiens, vous êtes abordable. Je dis, ben ouais, c'est aussi la façon de rester un petit peu simple, de rester aussi en phase avec la vie, c'est-à-dire que les joueurs côtoient régulièrement toutes les personnes des instances du club, que ce soit du jardinier, je dirais à la comptabilité, au cuisinier, parce que toutes ces personnes-là, elles œuvrent à leur façon pour donner le maximum, pour donner l'exigence, pour donner le meilleur, et que chacun
puissent à la limite avoir l'objectif global qui est d'être en haut. Mais les joueurs sont conscients aussi que finalement, ces personnes-là, elles œuvrent aussi dans leur compartiment le mieux possible, elles accompagnent, et ça leur donne aussi une responsabilité à ces joueurs-là, de se dire, ben voilà, on est dans un club un peu particulier, où on n'est pas que sur finalement notre histoire qui est de joueurs professionnels, mais c'est aussi engager les personnes, leur responsabilité. La pérennité du club, c'est la pérennité des emplois aussi, donc c'est vrai que c'est une émulation forte de tous, et on arrive à créer ça. Ça, du coup, vous le cultivez dès la formation, dès le plus jeune âge, parce que c'est vrai que c'est la question qu'on se pose quand tu as 40 ou je sais pas combien de contrats pro vous avez. Dans le top 14, c'est partout pareil. Et donc, chaque dimanche, qu'est-ce qui fait que tu arrives à avoir des leviers pour que ton joueur ait envie de faire plus que l'équipe d'en face? Et je pense que La Rochelle, vous êtes comme des clubs qui cultivez ça plus que d'autres, plus de mal à l'inculquer le week-end. En tout cas, ouais, leur montrer que finalement il y a une responsabilité dans ce club-là, parce qu'il y a une histoire, et je pense que les joueurs, on leur donne ce que c'est l'histoire, même des joueurs qui viennent de l'extérieur, ça peut être un Australien, un Néo-Zélandais, qui ont forcément leur savoir-faire, leur culture, leur qualité. Mais on est aussi fiers de montrer aussi finalement que le Stade Toulousain s'est construit depuis de nombreuses années, qu'il a fait de belles choses, qu'il a su aussi tutoyer les étoiles avant eux, qu'aujourd'hui finalement ce grand livre, c'est à eux d'écrire le chapitre, mais ils en sont aussi dignes, ils ont aussi la responsabilité de porter, je dirais aussi cette image, la garder belle, et puis surtout après ça va la transmettre, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui les anciens, en étant impliqués dans le club à divers strates, pour pouvoir justement... Je regarde juste les anciens. Ouais. Il faut s'impliquer dans le club pour transmettre. Merci. Ça fait plaisir, ça fait 2 soirs de suite que je te vois, Christian. Ça fait plaisir. Mais je pense qui est mieux que nous, finalement, à condition voilà, de le vouloir encore, il n'y a pas d'obligation, mais d'être en capacité de pouvoir finalement, pour l'avoir vécu, et pouvoir rendre finalement ce qu'on a reçu. Alors les anciens, nous, ils s'appelaient les Gageants, les Brus, les Villepreux, mais c'était la même chose, ils étaient déjà là pour nous. Donc finalement, on fait que continuer l'histoire à notre façon et à faire en sorte que, même s'il faut s'adapter forcément aux générations qui ont évolué, qui aujourd'hui, je sais pas, le tout digital, voilà, il faut savoir aussi leur parler, les toucher. Mais je dirais les valeurs, ancestrales, elles restent là, sur la capacité à oser, à prendre l'initiative, à avoir un jeu virevoltant, un jeu pas simplement efficace, parce qu'il faut qu'il soit efficace, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais il faut apporter un certain panache, une certaine philosophie enclin encore avec notre jeu pour en être digne, et pour qu'on retrouve cette empreinte, cette marque un peu statousane dans toutes les équipes. Donc ce que vous voyez souvent, c'est l'équipe première qui passe à la télé, mais sachez que toutes les équipes, je dirais, sont ce registre-là, ont cette capacité, je dirais, à avoir un jeu un peu envolé, reconnaissable finalement. Et après, finalement, on est un peu, pas prisonnier, mais de cette maxime. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui, on n'a pas peu de clubs comme Toulouse qui peuvent se parer de dire, bah, tiens, jeu de main, jeu de Toulousain. C'est-à-dire qu'on identifie le jeu toulousain quand même à une particularité, à un style voilà, efficace, mais aussi avec une certaine qualité de jeu, une capacité à pouvoir prendre des contre-pieds, à pouvoir faire des choses que peu osent faire. Mais ça aussi, ça se développe très tôt. Et finalement, les garçons qui grandissent, finalement, eux, c'est pas nouveau. C'est pas parce qu'ils arrivent en équipe première qu'il y a des matchs en jeu, qu'aujourd'hui on joue devant un public nombreux, qui vont changer ce qu'ils ont appris depuis tout petit. Et finalement, ils restent dans ce qu'ils savent faire, et surtout dans ce qu'ils maîtrisent. Donc voilà comment on perpétue la chose. Et puis après aussi, quand on n'a pas que des anciens, ben, on forme aussi des garçons, ou des filles, parce qu'on a 150 filles aussi au club, qui nous ont rejoints et qui veulent voilà, aussi connaître, avoir les côtés techniques pour pouvoir enseigner ça. Et c'est comme ça qu'on perpétue de façon assez régulière, avec un mot d'ordre partout, qui est, je dirais, en filigrane, qui est l'exigence. Voilà. Même si l'exigence, c'est pas de gagner, mais c'est l'exigence dans ce qu'on met en place. Voilà. Est-ce qu'on essaye de donner le maximum, que ce soit aux entraînements, que ce soit sur un atelier, que ce soit un éducateur, que ce soit un cuisinier, je veux parler. Chacun essaie de donner le maximum. Et on part du principe que si tout le monde donne le maximum, quoi qu'il se passe derrière, on pourra être quand même satisfait de l'ensemble. Et souvent, les bonnes choses font que les bonnes choses arrivent. Et comment vous arrivez à travailler sur les cycles assez longs? Parce que vos coachs, c'est quand même rare qu'un coach reste une saison, 2 saisons. Et c'est difficile de chaque saison, notamment quand tu as été champion de France, champion d'Europe, de repartir la saison d'après, de réengager le groupe, de remobiliser, de remotiver. Et ça, vous arrivez à bien le faire. Donc c'est toujours sur ces. Vous vous réinventez quand même sur. Ouais, c'est pas difficile. Alors pourquoi les coachs restent longtemps? Parce que justement, on leur fait confiance. On sait que ces personnes-là,
elles sont engagées dans le processus, je dirais, de jeu qu'on va mettre en place dans la philosophie. Donc il n'y a pas de doute. On peut avoir des saisons où ça se passe mal pour X raisons. Le sport, c'est ça aussi. Hein. On rentre sur le terrain pour gagner, mais à un moment, on peut perdre. Il faut aussi l'accepter. Et il faut en tirer surtout les conséquences, faire une bonne analyse et puis voir ce qu'on va mettre en place pour justement parer et espérer que finalement ça soit mieux. Donc on n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans de dire tiens, on met ça, on va voir ce que ça donne. On fait confiance aux personnes en se disant ce sont les bonnes personnes qui vont nous donner aussi la garantie d'être ce profil-là. Après, on sait que ces personnes vont travailler, on a le maximum. On a eu, il y a 2 saisons, on a fait une super saison, mais on perd en demi-finale, au championnat d'Europe, en championnat de France. Il n'y a pas eu de suite une remise en question, on dit oulala, ça sent mauvais pour l'entraîneur. C'est pas ça du tout, c'est le club qui se remet un petit peu en question. Qu'est-ce qui nous a manqué, qu'est-ce qu'on a pu, je dirais, déceler, qui va nous permettre finalement d'appréhender la saison suivante un petit peu différemment. Et c'est ce qu'on a fait. On a vu qu'on avait peut-être tiré trop sur nos joueurs cadres pendant une saison, donc on a dit on va intégrer un peu plus nos jeunes, même si ça va être difficile la saison. Mais finalement, ces jeunes ont été aguerris, ont fait des belles choses, et finalement, ça a permis de soulager nos cadres à ce moment-là. Quand il a fallu les mettre, ils étaient frais, et finalement, on a pu l'an dernier s'en sortir et ravir encore un titre. Mais ça crée une émulation, quoi, finalement. Il y a une concurrence qui est saine, on met aussi des joueurs de qualité avec des joueurs de qualité qui font carrément, c'est loyal, hein, c'est le sport. À un moment, tout le monde peut donner sa partition, mais à un moment, il y aura des choix qui sont faits. Mais tout le monde peut se montrer et à chacun de donner le maximum, se montrer du meilleur de sa forme parce que les places sont chères. Mais c'est une concurrence saine, c'est même des partenaires d'entraînement. Voilà, c'est pas la concurrence, on sait la concurrence. Elle est quand tu joues en jaune et bleu, elle est quand tu joues en blanc, voilà, pas en rouge et noir. Voilà, on se fait travailler, on a la capacité à s'encourager pour se dire voilà, on appartient à une même cellule, une même institution. Et à la sortie, le projet collectif, c'est quand même celui qui compte, même si l'individu, forcément, il essaie aussi de jouer sa carte, mais jamais au détriment du collectif. Okay. Et qu'est-ce qui, toi, t'a plus marqué j'ai eu la chance d'être un peu dans le vestiaire avec cette génération-là, où c'était quand même très engageant sur l'appartenance au club, la défense du territoire, c'est moins les leviers aujourd'hui dans cette nouvelle génération. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'évolution, l'approche et la motivation des joueurs, entre ce que toi tu as pu connaître quand tu es venu perdre au Grangette? Perdu au Grangette, on s'en souvient pas. Même si apparemment tu as marqué un essai de 80 mètres, mais l'histoire se répète, parce qu'on en a pris un de 80 mètres aussi. Et donc qu'est-ce que tu as pu, qu'est-ce qui t'a plus marqué dans l'approche que vous avez, la motivation des joueurs qui était quand même très différente avant? Et aujourd'hui on voit bien que les joueurs, ils sont plus, c'est pas du tout les mêmes leviers de motivation, ils sont plus des contracts, on les voit rentrer même 5 minutes avant le coup d'envoi, certains en tout cas sont pas du tout à se mettre des coups de tête comme c'était le cas avant. C'est quoi les leviers, c'est quoi à ton avis la plus grosse différence dans la façon de motiver un joueur et de l'embarquer dans un projet par rapport à ce que tu as connu et aujourd'hui? Je ne connais pas trop la motivation que vous aviez vous dans les vestiaires. Alors ils peuvent en parler, Didier je pense qu'il peut très bien en parler. Mais la nôtre, sincèrement, a toujours été la même. Et c'est ce que je vois, on a la chance des fois de pouvoir les côtoyer, de se préparer, de discuter avec le piston, tout ça. Ils sont dans la même sérénité, je dirais, qu'on avait. Nous aussi, on était encadrés. À notre époque, quand j'ai démarré ici, moi, j'avais des Cigagna, des Yannick, des Portola. Et c'était assez serein, je veux dire. Forcément, il y a la partie combat. Mais il y avait aussi beaucoup de confiance, beaucoup de... Voilà, on sait ce qu'on va mettre en place, on sait comment on joue. Maintenant, exprimons-le tout simplement sur le terrain, même si forcément l'adversité va faire qu'elle va nous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de faire en sorte que, voilà, qu'on ne puisse pas mettre notre jeu en place. Mais il y avait cette confiance, voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais été, je dirais, à monter, je dirais, le curseur plus que ça. On était vraiment enclin à mettre en place finalement ce qu'on travaillait assez régulièrement aux entraînements. Donc la sérénité, ouais, je pense que c'est le mot d'ordre aussi qui nous colle. Encore une fois, ça ne nous garantit pas, hein, on n'a pas une boule de cristal qui va nous dire ouais, ça va bien se passer. Mais on n'a pas une appréhension, je dirais, particulière de l'événement, du match. On est habitué, peut-être très jeune, je dirais, forcément, quand tu portes ce maillot rouge et noir, même petit et moins de 10, les petits, les parents, c'est le Stade Toulousain, oula. Alors que c'est des gamins, ils ont pris la licence il y a 3 mois, ils n'ont rien demandé, mais finalement, on va les regarder différemment. Donc je pense qu'ils s'habituent aussi à grandir avec cette image d'exemplarité, d'équipe à battre. Et je pense que ça guérit aussi nos joueurs qui sont vraiment de notre filière, qui sont entrés. Pour eux, jouer dans un stade de 80 000 personnes, une finale, waouh, ça peut impressionner. Oui, bien sûr, c'est impressionnant. Mais je me dis, depuis tout petit, de manière, partout où on va, on nous attend au tournant, partout où on va nous battre. Donc finalement, ils arrivent à décorréler un petit peu, je dirais, l'enjeu du moment
avec, bon, de manière, ça reste un terrain qui est le même que celui-là, la même dimension, des poteaux, ils sont que 15, on est 15, il n'y en a pas plus. Donc dédramatiser un petit peu l'événement, et finalement, à être dans les moments les plus intenses, où justement la sérénité, la lucidité va faire la différence, et bien ils arrivent à garder un peu surtout, plus que les autres, peut-être leur sang-froid, et mettre en place finalement ce qui fait la réussite. Et la réussite, c'est d'appliquer finalement le collectif comme on sait le faire, sans réinventer. Et c'est vrai que même si parfois c'est spectaculaire, on se dit waouh, ce qu'ils inventent, c'est l'entraînement. On s'entraîne comme ça au quotidien, on joue comme ça, sur des ballons, sur n'importe quelle situation, et puis pas se poser de questions de savoir si c'était pas prévu. L'imprévu, justement, c'est ce qu'on veut. C'est parce que dans l'imprévu, on sait qu'on. Nous, on sait où on va aller. Et justement, alors ça c'est super intéressant parce que dans l'imprévu, moi je trouve qu'à notre niveau national, on est beaucoup dans l'analyse, la vidéo, et que malheureusement la mauvaise évolution du rugby, en tout cas sur notre niveau, c'est qu'on met les joueurs dans un cadre, ça va se passer comme ça parce qu'on a vu la vidéo, on a analysé le match, et quand ça se passe pas comme ça, on voit que les joueurs, en tout cas certains joueurs, sont en difficulté dans l'analyse de la situation. Et comment vous faites justement pour se dire ça se passe pas comme prévu, c'est pas comme la consigne de match, on a une capacité à réagir, on a une capacité à prendre de l'autonomie et de pas forcément être trop dans un schéma de jeu porté par le coach et trop guidé par ce qu'ont pu dire les coachs, et avoir de l'initiative et faire la différence en étant imprévu. Ouais, alors c'est déjà dans la formation, c'est-à-dire que nous on part du principe que qu'est-ce qu'on peut donner pour accompagner le joueur du mieux possible. Pour ça, c'est un bagage technique complet. C'est-à-dire que même si on va travailler sur des postes quand ils vont commencer à grandir, ça ne nous dérange pas qu'à ce moment-là, ils fassent du jeu au pied, fassent des passes de 20 mètres, nos piliers. Voilà. Et c'est pas étonnant de voir nos joueurs, nos piliers prendre un ballon parce que la situation le demande. Donc c'est vivre cette situation-là et de pouvoir avoir le bagage technique dans n'importe quelle situation. Après, cette situation, il est vive. C'est-à-dire que ce désordre permanent, on travaille comme ça depuis tout le temps, très jeune, avoir du désordre, le terrain. Forcément, on fait comme tout le monde, on travaille aussi sur nos phases de conquête, on met en place des choses, mais pour nous, c'est que une armée, je dirais, une préparation. À partir de là, on sait très bien qu'après la touche, c'est pas ça qui va nous faire marquer, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire du ballon. Une fois qu'on a capté le ballon, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le vit, comment on le déplace, comment on s'organise par rapport à ce qu'on voit. Donc on essaie de faire des joueurs un peu intelligents par rapport. Alors tu parlais de la stratégie du coach, c'est jamais la stratégie du coach, elle est partagée. Les joueurs aujourd'hui à ce niveau-là, même ils ont en capacité de prendre leurs décisions, de pouvoir dire non, là on ne doit pas. Les analyses de match ou d'adversaire, c'est pareil, ils les font ensemble. Le coach, forcément, le staff, parce que c'est un staff aujourd'hui, il a décelé des choses et il va le livrer aux joueurs, mais les joueurs ont la capacité aussi de regarder les matchs, de dire ouais, mais moi j'ai vu ça, à mon avis, on peut peut-être changer un petit peu. Évidemment, c'est collaboratif. Bien sûr, complètement. Parce que sur le terrain, il faut qu'il soit, je dirais, ça faut donner du sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient en accord avec ça et pas se dire le coach il a voulu qu'on fasse comme ça, on fait comme ça, mais c'est dur, c'est pas bon. Non, ils sont enclins à avoir aussi assumé les décisions. Et ça peut bien se passer comme ça se passe pas mal aussi. Si ça se passe mal, encore une fois, ça va pas être se dire ouais, mais on a suivi le plan ou les joueurs, c'est qu'est-ce qu'on va faire différemment, voilà, qu'est-ce qu'on va changer pour pouvoir finalement répondre peut-être aux exigences futures. Donc ouais, c'est encore une fois un travail, je dirais, que tout le monde soit acteur. C'est important que tout le monde soit acteur, voilà. On ne veut pas à un moment avoir des joueurs, et ça n'a jamais été le cas, qui soient justement sur un plan établi, parce que le plan justement c'est que il n'y a pas de plan, ou alors le plan, il n'y a que du plan. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit plein de choses, maintenant personne ne sait ce qui va se passer, comment on va réagir. Mais par contre, la chose qu'on est persuadé, c'est que dans ces situations justement un peu compliquées, on saura trouver les ressources, on trouvera, parce que finalement, on arme tout le groupe à pouvoir répondre, à ne pas être surpris, à ne pas se dire ah tiens, il y en a un qui est parti à droite, pourquoi il n'y a pas de sens. Aux entraînements, on vit tellement de situations comme ça, on ne se pose pas la question, on demande de réagir. Donc il n'y a pas un temps de réflexion à se poser la question, est-ce que c'est bien? C'est quelqu'un prend une décision, on va dire une étincelle, et tout le groupe, je dirais, son boulot à lui, c'est de faire en sorte que l'étincelle, elle se transforme en brasier. Mais donc finalement, tout le monde se connecte. Ça paraît simple. Oui, ça paraît simple. Parce que ça paraît simple, mais ça l'est qu'à partir du moment où on le travaille depuis tout petit, et finalement, dans cette façon de faire, ça devient assez naturel. Ouais. Est-ce que très vite, vous travaillez la spécificité du poste individuel? Est-ce que très vite, vous détectez qu'un vice, vous allez perfectionner dans son jeu qui lui est propre par rapport à un deuxième ligne? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez plutôt à travailler la spécificité
spécificité du poste plus tard, et justement favoriser le collectif et ces situations un peu imprévues? On va essayer de répondre aux attendus, c'est-à-dire le haut niveau, qu'est-ce qu'il va demander? Alors forcément, on va rentrer dans la spécificité, mais pas forcément du 10. Oui, il peut jouer 10, mais c'est-à-dire qu'il a besoin d'un jeu au pied, il a besoin d'une lecture, il a besoin d'une capacité technique, mais ça n'empêche pas qu'il peut jouer 10, qu'il peut jouer centre, qu'il peut jouer arrière. C'est vrai qu'on a une grosse polyvalence sur nos joueurs. On le voit, des joueurs finalement on les met à des postes, il dit bien, ça se passe bien aussi. Mais parce que finalement dans ce registre-là, à partir du moment où ils ont les outils, la boîte à outils assez complète, parce qu'ils savent tous faire lever la tête, faire du jeu au pied. Certains forcément sont plus brillants que d'autres, ont une capacité à être réactifs et à être bien plus pointus forcément sur les matchs critiques. Si vraiment on a le choix, on va mettre tel individu. Mais par contre, changer un garçon de temps en temps sur des postes, ça pose pas un vrai problème parce que finalement dans le désordre général et même dans le jeu général, on le fait déjà. Alors, je ne vais pas dire que Cyril Ball va jouer numéro 9, mais Cyril Ball, par match, si on se rend compte, finalement, il est 3-4 fois, il prend un ballon, il le joue comme Antoine Dupont. Parce que le ballon est là, qu'il arrive le premier, et qu'à un moment, son boulot, c'est pas de faire un tas de plus pour ralentir, c'est de continuer à faire la situation. La situation, c'est d'accélérer le jeu. Il était le premier, et puis tu colles. Mais Cyril Ball, ça veut dire qu'aux entraînements, bien sûr, il fait comme tout le monde, il travaille des passes à droite, à gauche, lancer. Et bien sûr, il va travailler aussi la spécificité du poste, parce qu'on a besoin d'un pilier pour pas se faire exploser en mêlée, donc il va falloir bien sûr qu'il bosse aussi techniquement cette phase-là. Mais on a encore une fois, il y a un bagage encore élargi, assez fort. Et c'est vrai que nos joueurs, seconde ligne, il peut jouer troisième ligne, il peut jouer comme un centre, il fait des passes. Je dirais que c'est même plus, c'est plus relaxant même pour les joueurs. Parce que finalement, d'être enfermé dans une position et d'être jugé que là-dessus, des fois tu te dis, ouais, mais là tu as été pris en défaut, tu sais rien faire d'autre. Vous encouragez quand même la prise d'initiative. Le joueur il est libéré. Le joueur est libéré, bien sûr. Ça peut mal se passer sur une mêlée, te faire bouger, mais c'est pas pour autant qu'on va remettre en question le pilier. Il va apporter d'autres choses, du déplacement dans la défense, finalement de la capacité à remettre du mouvement sur des relances de jeu. Et puis voilà, il va essayer de compenser, l'équipe va compenser aussi, le groupe en tout cas, pour faire en sorte que la prochaine mêlée se passe bien. Mais c'est une forme assez collective finalement, de suppléance permanente qui fait qu'à un moment, quand ça démarre, c'est un groupe de joueurs de rugby et sincèrement, on ne regarde plus trop où sont les postes. Après, au-delà du sportif, comment vous appréhendez, parce que le Stade Toulousain, c'est un peu l'extérieur, c'est un peu la force tranquille qui avance, qui est indéboulonnable. Je pense que c'est pas comme ça dans l'intérieur. Quand vous voyez par exemple Montpellier, qui a un gros projet, avec Alfred Carry, vous voyez le Stade Français, vous voyez quand même ça bouge autour de vous. Comment vous imaginez votre chemin, votre trajectoire, et vous dites, nous, par rapport à tout cet environnement qui bouge et qui change, on va écrire notre projet, c'est quoi vos leviers, c'est quoi votre... Quand vous voyez arriver ces nouveaux acteurs, comment vous abordez ça? Comment vous vous dites, nous on va rester les leaders en réévaluant nos objectifs, en changeant un certain nombre de choses? Comment vous abordez tous ces nouveaux acteurs qui arrivent, et puis l'évolution du rugby qui arrive de façon plus générale, avec la Coupe d'Europe qui évolue, avec un certain nombre de paramètres? Comment vous absorbez cette trajectoire? Je pense qu'on a toujours eu la concurrence, l'adversité qui s'appelait une époque Clermont-Ferrand, après qui s'est transformé en Stade Français, Biarritz, d'autres, La Rochelle aujourd'hui. Mais c'est stimulant, je pense qu'à un moment, pour se faire évoluer aussi, il faut de l'adversité, si à un moment sans forcer tu gagnes. Donc je pense qu'on a toujours pris ça finalement comme un challenge supplémentaire, comme une remise en question un petit peu forcément d'une hiérarchie. On est très heureux et forcément des deux titres de La Rochelle, mais quelque part, ça nous stimule aussi à dire qu'est-ce qu'on va faire de plus aussi pour aussi un peu le curseur. Donc c'est bien, c'est bien. Ça nous fait pas dévier par contre de notre chemin, c'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'on va copier un modèle. Voilà. On sait qu'il va falloir qu'on évolue, qu'on travaille encore plus sur la formation. Ça a été le renforcement. Là, on voit aussi les difficultés aussi de ces clubs-là justement qui ont peut-être une fondation un peu différente. Qui ont besoin de changer rapidement, mais finalement c'est un groupe qui change de 2-3 ans, donc garder une structure forte, constante, c'est aussi la limite. Montpellier qui peut être champion et puis qui joue peut-être la Pro D2 presque l'année suivante, de la stabilité. Nous on ne veut pas ça, mais on ne l'a pas dans la mesure où on prépare vraiment le plan de succession depuis longtemps. C'est-à-dire que ce qu'on voit finalement c'est l'équipe du Stade Toulousain, mais toutes les autres catégories, je veux dire, fonctionnent bien. Même si elles ne gagnent pas toutes, même s'il y a 2 ans, les 3 petites filles ont été ravies par le Stade Toulousain. L'an dernier, nos espoirs sont champions, nos crabos sont champions, nos cadets sont champions ou finalistes, l'autre cadet perd en finale. Il y a une sorte de continuité finalement sur le projet.
Ça ne veut pas dire qu'on a les meilleurs joueurs, qu'on a la meilleure génération, ça montre simplement qu'on est cohérent finalement dans ce qu'on travaille, sur ce jeu d'adaptation, ce jeu de vitesse qui finalement nous permettent de répondre tout simplement à l'adversité du moment. Même dans les moments critiques, on se dit oui mais ça peut fonctionner quand c'est facile, mais sur les matchs à intensité, on arrive aussi à trouver la réponse parce qu'on prépare nos joueurs sur un gros bloc formation, c'est-à-dire en termes d'outillage, je parlais d'être avec un complément de savoir. Mais on les a guéris aussi finalement dans le caractère. C'est-à-dire qu'à un moment, le Stade Toulousain c'est bien, mais quand il faut montrer les dents, parce qu'ils tombent sur des équipes qui ne font pas de cadeaux, et quand on vient ici, on sait, quand sur le Stade Toulousain, on va se remonter les branches. Il faut pouvoir aussi répondre, je dirais, sur le jeu de base, qui est l'engagement. Et le caractère, ça se fait là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à être bon dans le jeu technique et se dire, on est un petit peu en deçà dans la capacité à s'opposer dans le combat. Au contraire, la rivalité de La Rochelle, qui est super puissant, est magnifique, mais sur ce côté-là, on est capable de rivaliser avec eux et sans aucune, je dirais, sans à rougir. Donc c'est ce challenge permanent finalement dans tous les secteurs en se disant cette équipe-là elle est bien là, mais nous on peut aussi bien voir mieux et on essaye vraiment de doser par rapport à ça et ça se fait un peu dans toutes les catégories avec du succès. Encore une fois, le succès on ne le mesure pas simplement au titre. Il y a aussi les révélations, le bon travail, le développement de certaines jeunes qui ont pour passer des étapes. Ça nous permet de dire que finalement on est dans le vrai. On est dans le vrai, dans la continuité, qu'on arme nos futures générations à pouvoir prendre le relais. Même si aujourd'hui on a des très grands joueurs actuellement à certains postes, ils regardent aussi en bas parce qu'ils voient qu'il y a des jeunes qui sont derrière, qui disent waouh, à leur âge aussi, ils sont déjà là, et voilà, donc ça les oblige à rester un petit peu stimulés, à ne pas s'asseoir, et puis c'est des jeunes, ça leur montre que finalement, quand vous pouvez être dans la place, montrez-nous aussi ce que vous allez faire. Donc encore une fois, c'est une émulation générale qui se crée, et ça tire finalement l'individu et forcément le groupe. Et ça, quand vous avez quelqu'un comme Antoine Dupont qui est starifié, médiatisé à outrance, parce qu'un collectif c'est quand même fragile, pour pas que ça vienne au détriment du collectif, comment vous gérez ça? C'est le staff qui gère le fait qu'Antoine il reste quand même dans le collectif, que ça ne sorte pas, que ça ne dépasse pas, que ça reste cohérent avec votre projet? Ouais, il y a la vision de l'extérieur, c'est-à-dire qu'Antoine, bien sûr, c'est une star aujourd'hui et il n'y a rien à redire, mais dans le collectif du Toulousain, je dirais c'est un super joueur, mais il y en a d'autres qui sont importants. Il y a des matchs où Antoine n'était pas là et finalement le Stade Toulousain a régné, je dirais. C'est montrer aussi que l'individu, quel qu'il soit, je dirais, même s'il est extrêmement fort, il n'est pas irremplaçable. Et ça c'est toujours vérifié. Quand on a perdu des joueurs comme Bonneval, Charvet, on s'est dit oula, ou Sigagna, des emblèmes, on s'est dit le Stade Toulousain, ça va être un peu moins bien. Et finalement, tu as fait différemment, mais tu es reparti à gagner 4 titres de suite. Et quand on a perdu, je sais pas, moi, les quelques années, là, les Colby, on s'est dit on perd un Colby, c'est fini, le Stade Toulousain. Et bien on a fait un petit peu différemment. Et finalement, d'autres sont révélés. Et finalement, tu vois des joueurs qui arrivent à gagner encore une fois des titres. Non, l'individu, il est au service du collectif, encore une fois. On a la chance d'avoir des joueurs intelligents qui savent très bien, eux, même si tu prends la lumière médiatique, les partager. Que tout ce que tu fais, finalement, tu le dois aussi à tes partenaires, parce que s'ils ne sont pas là, si tu n'es pas dans les meilleures dispositions, toujours que tu es, ça va être difficile. Donc, non, il y a une sincère, je dirais, osmose dans le groupe où il n'y a pas besoin, je dirais, de travailler sur des égos de garçons. C'est aussi d'intelligence, voilà. C'est aussi d'intelligence et on a des joueurs, sincèrement, qui sont vraiment portés sur le collectif, qui sont intelligents entre eux, qui n'ont pas de soucis par rapport à ça, dans la mesure où, quelque part, alors, encore une fois, les cartes sont sur table, quoi. Il y a une hiérarchie qui s'installe par rapport au terrain, pas par rapport à ce que tu fais. Si Antoine un coup de moins bien pendant quelques temps, il n'y aura pas d'hésitation à mettre un garçon, je sais pas, comme Paul Graou derrière qui fait des bonnes prestations. Mais parce que c'est pas pour démunir Antoine, c'est ça pour montrer Antoine que d'autres garçons méritent aujourd'hui, et ça peut que le stimuler, à dire faut que je le fasse encore plus. Donc si c'est loyal, c'est assez propre, c'est assez clair dans la tête de tout le monde, et ça permet d'entretenir finalement une philosophie de on est partenaires, on s'entraide, même si on est concurrents. Après il y aura des choix, mais les choix ils seront faits par rapport au terrain. En fait, on fait un peu le lien avec l'entreprise, c'est la culture du Stade Toulousain, donc c'est la culture d'entreprise avec une signification, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est possible quand même de travailler dans la continuité, dans la fidélité, en donnant du sens à un projet. C'est ça quand même le parallèle qu'on peut faire un peu avec l'entreprise. C'est ça, Aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est quand même pas toujours évident d'engager les collaborateurs. Vous y arrivez dans le sport, il n'y a pas de raison que. Dans un monde professionnel. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans l'entreprise. Non. Après, j'ai pris des raccourcis, c'est-à-dire qu'après, il y a beaucoup de choses qui sont faites en dehors de la vie pour garder ce ciment-là.
des choses banales. Hein. Je parlais des petits déjeuners le matin où les joueurs pro, on a une bodega qui a été faite, une grande salle, où là, tous les organes du club peuvent venir déjeuner, tu côtoies les joueurs. Encore une fois, c'est pour créer du lien. Si vraiment tu sais à qui tu as affaire, que les joueurs se rendent compte que finalement, tiens, je sais qui c'est cette personne-là, lui c'est la personne du nettoyage, lui c'est la personne de marketing, ça donne du sens. Il y a des bénévoles au sein du Stade Toulousain On a des bénévoles aussi. Non, il y a des bénévoles aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on fait sans les bénévoles? C'est impossible. Donc on a des bénévoles aussi, mais ces bénévoles ils sont intégrés parce que finalement ils aident aussi de beaucoup. Il y a intégrés, ça veut dire aussi ils sont respectés dans ce qu'ils apportent, dans leurs conditions aussi. Donc finalement il y a une forme assez, je dirais, clairvoyante finalement que tout le monde, je dirais, à un poste différent s'intéresse aussi. Je parlais tout à l'heure d'identité, de la culture, donc connaître vraiment le club, connaître les personnes. Forcément, quand tu connais les personnes, ben, tu les respectes pour ce qu'elles sont, encore une fois, et tu t'aperçois que finalement, si toi dans des bonnes conditions, c'est peut-être aussi parce qu'elles t'ont mis dans des bonnes conditions à leur manière. Donc, ouais, c'est un engagement total. Ouais, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que le sportif, mais dans la victoire comme dans la défaite, c'est partagé aussi voilà, quand il y a des moments de liesse, quand tu as célébré un titre, et il y a la manifestation, je dirais, pour le grand public. Et après, il y a aussi des moments voilà, où on invite que les personnes du club. Et là, tu vas inviter voilà, la personne du ménage, la personne de la couturière, peu importe, toutes les personnes qui ont œuvré. Parce que chacune a été importante, chacune a permis finalement d'apporter une contribution au club. Et je pense que c'est bien de valoriser ces personnes-là, qu'elles se sentent encore plus, je dirais, moteurs, encore plus inscrites dans le club, et pas simplement des personnes qui font un boulot, que personne ne sait ce qu'elles font, et surtout qu'elles ne sont pas valorisées. Donc c'est important voilà, de signifier ça. Il y a la présentation dans le côté sportif, voilà, les joueurs, tout nouveaux qui soient, même les jeunes, même les parents. On fait adhérer aussi les parents à cette culture-là. C'est-à-dire que il y a peu de temps, quand Jérôme Queneau, je prends cet exemple parce que c'est vrai que c'était assez flagrant comme image. Jérôme Queneau, ancien joueur des All Blacks, qui arrivait à 34 ans chez nous. La question se posait un petit peu, dire qu'est-ce qu'il va nous apporter, c'est pas dans le style du Stade Toulousain. Mais Jérôme Queneau, double champion du monde, il a apporté justement une vision un peu sur ce que c'est le haut niveau des garçons qui avaient 19 ans, qui s'appelaient Romain Tamac, Antoine Dupont, qui ont été confrontés à lui, qui ont appris finalement de lui, pas sur la partie technique, mais sur la partie de ah ouais, l'entraînement est terminé, il reprend les ballons, il revient taper 1 heure tout seul, il refait des touches, il refait des trucs. Et tout. Et bien, au bout d'un moment, ça me conditionne un peu ces jeunes à dire ah ouais, si t'es champion du monde, peut-être qu'il y a un peu plus à faire. Voilà. Donc ça les a mis aussi dans un sillage. C'est vrai que ça leur a appris de faire une certaine expérience. Et c'est finalement, il a conditionné un petit peu nos jeunes à se dire on peut faire plus. Il y a le travail forcément que vous allez fournir global. Et après, il y a ce que vous, individuellement, vous mettez votre exigence. Et si vous la repoussez, ben, forcément, vous montrez les caps. Donc ça a aussi instruit notre génération dans ce côté positif. Il y a aussi la présentation voilà, des parents. Et quand on présente les nouveaux arrivants, on a présenté Jérôme Queneau rentrer sur le terrain, avec les 2 derniers arrivants du Stade Toulousain qui étaient des moins de 6, où tu as les parents qui sont là, ils voyaient leur petit rentrer avec Jérôme Queneau, mais dans un. Ouais, c'est rien du tout, mais finalement, c'est aussi un moment voilà, de fratrie, de rassembler la famille, de se dire voilà, on est ensemble, on est le Stade Toulousain. Et là, c'est pas que les joueurs, c'est les joueurs, les parents qui font confiance, qui apportent leurs enfants dans les premiers âges, les autres coéquipiers qui sont là certaines plus d'années, qui incorpore, je dirais, des nouveaux arrivants dans différentes catégories. Voilà, il y a une présentation globale de tous les nouveaux arrivants en disant bienvenue dans la famille du Stade Toulousain. Et ça, c'est quelque chose d'assez marquant. Ouais. Donc parce que c'est du temps, c'est de l'organisation, c'est une journée de perdu pour les pros qui disent attends, mais voilà, c'est un passage incontourné. Cette journée de perdu, si on la met dans la balance, ce qu'elle va nous apporter, je dirais, dans le bien vivre ensemble, il n'y a pas photo. Elle est importante. Comme je dirais le Noël des petits ou les pros calent leur entraînement pour dire ouais, le Noël des petits, à 5h, il faut qu'ils rentrent parce qu'ils ont un truc, donc leur entraînement, pour le décaler, mais pour être au Noël des petits. Parce que les petits, finalement, dans quelques années, ils vont grandir, c'est eux qui seront là et on leur aura la même chose. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez redondant, mais qui font qu'à un moment, quand tu leur demandes aujourd'hui, ils disaient la même chose. Quand Romain était content de voir les UG, les Médards de l'époque à son Noël de rugby. Aujourd'hui, on dit il faut que tu ailles parce qu'il y a des petits. Donc finalement, c'est quelque chose qui se perpétue assez naturellement. Mais il ne faut pas l'oublier, voilà. Faut pas, justement, parce que tout évolue, parce qu'on n'a pas le temps, parce que là aussi c'est important, mettre ça de côté et se dire, autrement tu perds finalement ce lien. Et perdre le lien, c'est perdre finalement toute notre philosophie de vie, de jeu, de construction. Et on est assez attentif à ça. L'enjeu économique, il ne vous détourne pas de votre trajectoire. Parce que j'imagine que c'était pas champion d'Europe, c'était pas champion de France, ça a quand même des impacts économiquement forts, mais vous gardez quand même
votre philosophie, votre trajectoire, c'est pas bien pesant sur le. Non, c'est pas trop pesant parce que. Enfin, c'est pesant sûrement économiquement, bien sûr que c'est plus tendu si à un moment tu gagnes pas les titres, qu'à un moment il manque des recettes, parce que ça veut dire qu'il faudra resserrer certains secteurs, ainsi de suite. Mais on essaye voilà, d'être encore une fois pas je dirais, soumis à ça. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est les résultats qui doivent nous dire si on va bien évoluer? Donc c'est pour ça qu'il faut une vision un peu plus éloignée, à 3, 5, 6 ans même, sur la construction d'un stade, même si notre stade aujourd'hui il est plein, se dire voilà, mais est-ce que c'est pas temps même maintenant de pouvoir l'agrandir, parce que ça va générer forcément des rentrées. Je dirais, on a un merchandising qui a beaucoup évolué aujourd'hui, je crois qu'il est le troisième, je dirais aujourd'hui, tous les sports confondus en France, derrière PSG et Marseille, pour les incontournables, mais on est en bataille, et même aujourd'hui on est devant Lyon quand même. Et après, voilà, dans les clubs de foot, quand on voit ce qu'ils disent. Parce qu'il y a un travail aussi voilà, d'entretenir cette image-là. Ça veut dire que c'est pas anodin si, encore une fois, sur les, ça s'appelle les calendriers télévisés, t'es diffusé 9 fois sur 10, dimanche soir, en prime ou le samedi soir. C'est parce que tu sais que c'est attractif, mais c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas simplement sur le côté être efficace, il faut aussi être attractif, il faut aussi montrer voilà, ce côté de dire waouh, mais la limite elle est toujours repoussée. Une limite bête de ce week-end qui ne change rien, mais le record de points a été fait la veille par Bordeaux dans un score incroyable en quart de finale de Coupe d'Europe, 42 à 40, 44 à 42, un truc comme ça. Et c'était le match le plus prolifique des quarts de finale de l'histoire. Mais il a duré un jour. Voilà, le lendemain, c'est Stade Toulousain qui a mis la barre pour faire en sorte que le quart de finale. C'est tout bête, mais c'est une petite, voilà, c'est une petite, voilà, comment on dit, un petit challenge supplémentaire à dire, eh ben, si on peut l'avoir, ça pourquoi pas. C'est pas ça avec des joueurs, on prend en tête. Mais c'était quand même une petite. Mais c'est voilà, c'est des choses de dire, ben, on est capable voilà, de pouvoir toujours repousser les limites, et peut-être que des bains sera battu par un autre, et ben, on essaiera à ce moment-là de voir comment on peut le rebattre. Je pense que c'est ça, c'est le jeu. À travers le jeu, ouais, on entretient beaucoup le jeu aussi dans nos ateliers, dans notre façon de challenger en permanence. Mais le challenge dans l'entreprise, c'est pareil, c'est voilà, comment on peut faire un peu plus, comment on peut faire un peu mieux. Il n'y a pas de garantie, sincèrement. On ne peut pas dire, cette année, on fait une belle saison. Je ne sais pas si on sera champion d'Europe, on ne sait pas si on sera champion de France, ça se joue des fois tellement peu. L'an dernier, on le voit encore, ça se joue à pas grand-chose. Mais ça ne veut pas dire que ça remet en question tout le travail qui a été fait. Je veux dire, le travail, le contenu, c'est le même. Donc, même quand ça se passe bien, je dirais que c'est là où on est le plus attentif. Ça s'est bien passé. Comment faire en sorte que ça continue à bien se passer, sachant que les autres vont le voir, vont essayer de se mettre aussi dans une position de travailler encore 2 fois plus. Donc on essaie de toujours anticiper l'anticipation. C'est vrai, il faut quand même se renouveler Tout le temps. individuellement, à titre individuel, On est obligé. se ressourcer. Ouais. Le dimanche soir, on a dû se ressourcer un peu quand même. On était déçus Bien du sûr. temps, et du coup, ça, vous avez cette capacité à toujours Mais vous mobiliser, vous régénérer. on est comme tout le monde, il faut encaisser aussi. Il y a un moment, ça tombe dessus, voilà, il y a la période de digestion, mais à un moment, il y a, on apprend aussi sur les joueurs, voilà, pareil sur une blessure. Qu'est-ce qu'on fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lamente et voilà, et il ne se passera rien, ou alors on se creuse, on se dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce qu'on peut changer un petit peu? Pas grand-chose, on va pas révolutionner, on va pas prendre un virage à 180 d'un coup en disant ben, on n'a pas gagné là, parce qu'on a pris un poteau, alors on change tout. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut améliorer immédiatement? Qu'est-ce qu'on pourra améliorer dans quelques temps? Qu'est-ce qu'on pourra améliorer dans plusieurs années? Voilà, on essaie d'avoir cette vision encore pour se dire qu'est-ce qu'il nous faut comme outil, comme installation, comme organisation humaine aussi, pour pouvoir finalement commencer à penser le rugby d'ici 3-4 ans. Donc, et puis ça se met voilà, comme des briques doucement, tiens, on peut évoluer là-dessus, on peut avancer. Forcément, c'est plus facile à faire quand tu es en sérénité, quand tout va bien, mais c'est aussi l'inverse, parce que quand tout va bien, tu peux aussi te reposer sur tes lauriers, te dire bon, finalement, jusque-là, tout va bien. Et puis d'un coup, prendre la rafale, parce que finalement d'autres sont mis à bosser, et j'imagine que les adversaires, l'entreprise, c'est pareil, hein, les concurrents, ils sont là, on a envie d'être le premier, donc tu es la cible. Mais ceci, elle nous stimule pour dire wow, ce qu'on n'aime pas, voilà, c'est ces moments un peu défaillants, d'échecs, un peu négatifs, forcément. Comment on fait pour que ça arrive le moins possible, même si après ça reste du sport et personne n'est à l'abri. Et justement, on en parlait avec Gilles tout à l'heure, comment on partage un objectif de club? Enfin, j'imagine, alors vous c'est simple, parce que quand on vient à Stade Toulousain, c'est pour tout gagner, donc c'est plus facile. Mais comment on partage un objectif, ce soit pas un objectif descendant de la direction du club vers les joueurs, vers le staff et vers les joueurs, mais justement que les joueurs, à un moment donné, s'approprient cet objectif, qu'ils le partagent, qu'ils le portent.
et que ça devienne leur projet. Vous avez des points de passage au cours de la saison, après des temps faibles, après des temps forts. Oui, il y a des temps de passage. Notamment, il y a même des blocs de saison, il y a des périodes. Voilà, quand tu vas enchaîner par exemple 6 matchs, on se dit voilà, quel objectif sur ces 6 matchs en termes de points ramenés, en termes d'efficacité, en termes de spectacle. Est-ce que le jeu, tu peux gagner tous tes points et te dire finalement le jeu était quand même moyen, c'est pas ça qui nous rassure pour la suite. Donc oui, il y a des passages obligés, toujours pour pouvoir à la limite avoir une vision immédiate, et puis après dans les mois, et puis finalement sur une saison longue, ce qu'on peut espérer, ça va forcément aussi impacter finalement notre logistique, même notre stratégie finalement de joueurs, de dire tiens, est-ce qu'on met aux joueurs des repos, est-ce qu'on met des périodes un petit peu des garçons bien, est-ce qu'on fait intégrer plus de jeunes à ce moment-là parce qu'on en aura besoin comme une période plus délicate. On essaie d'avoir cette vision-là. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de certitude en disant. Mais par contre, il y a les certitudes, je dirais, sur. On a essayé des choses, on a expérimenté, des choses sont moins bien passées, on en tire les enseignements. Donc, comment on peut à la limite faire un petit peu différemment en changeant finalement ce qui nous a semblé manquer. Voilà, après des fois on est déçu, des fois on est surpris aussi finalement, même si on a bien travaillé, on ne s'attendait pas des fois à des choses comme ça. Et après l'émulation, elle est créée quand même avec l'appétit, comme on dit, vient en mangeant. Venir au Stade Toulousain, voilà, c'est aussi des garçons qu'on veut, qui soient ambitieux, qui soient dans la capacité à pousser les limites, et se remettre en question les premiers. Ouais. Ça fait partie des choses. Et plutôt c'est fait, même chez les jeunes qui finalement sont des bons athlètes, des bons potentiels et futurs grands joueurs, de ranger leurs freins, d'être en attente aussi, des fois ça les stimule aussi, de se dire, j'ai toujours été dominant dans les catégories jeunes, là je tombe sur les seniors, peut-être qu'il faut faire encore un peu plus. Voilà, ça les oblige à se dire, jusque-là ça a été, mais peut-être qu'il faut faire un peu plus encore, mais il n'y a pas de raison, et s'ils se mettent à travailler, forcément ce sont des grands joueurs qui iront remplir l'équipe première et peut-être même l'équipe de France. Ouais. Un petit focus sur l'équipe de France. Comment dans le monde pro vous avez vécu la défaite de l'équipe de France? Parce que on a vu que ça tiraillait un petit peu sur l'arbitrage, un peu sur le staff Galtier. Après c'est le côté médiatique ça. Ouais. La non-victoire, comme disait le maire hier. La victoire qui n'est pas venue. La victoire qui n'est pas venue, voilà. Non, mais forcément, c'était décevant parce que tout avait été bien mené depuis 4 ans, il y a un gros travail. Donc, la vindicte populaire, je pense qu'elle avait besoin de se lâcher. Et finalement, c'est l'arbitre qui a ramassé le premier parce que c'est plus facile de taper sur l'arbitre. Voilà. Après, dans la partie technique, les connaisseurs, je dirais, l'arbitre n'a jamais été trop, je dirais, la cible. Il y a un match qui n'a pas été abouti comme on le voulait. Pourquoi, comment, il y a des raisons qu'on connaît, nous, qu'on imagine. Voilà, il y a des joueurs aussi qui ont été blessés, un nombre peu important qui font que même si une équipe de France, comme on a dit longtemps, on a un groupe fort de 50 joueurs. La réalité, c'est qu'à ce niveau-là, quand il manque 1, 2, 3, 4 joueurs, 5 joueurs, ça commence à peser. Ouais, tu l'as vu un peu dans la maîtrise du match, avec des choses incroyables dans la capacité offensive, mais il perd, je dirais, loin de ce qu'on avait vu dans la maturité, dans la capacité à vivre des moments de tension avec beaucoup de lucidité et sortir des pièges pendant 4 ans, où là, tu as été maladroit dans beaucoup de compartiments, sur les ballons aériens, que ce soit sur la défense, que ce soit sur du jeu au pied, faire soulager ton équipe. Donc il y a une certaine fragilité. Donc forcément, tu es déçu parce que c'est l'événement en France. Mais je pense pas qu'il y ait énormément de questions de Fabien Galtier directement. Il y a forcément, lui-même va tirer les conséquences. Après, il a peut-être été un peu dans les explications, il a tellement été un peu évasif, pas très direct sur ce qu'il a dit. Finalement, je pense que c'est pour ça que les médias sont un peu acharnés sur lui. Mais après, je pense qu'il n'a jamais été question de le remettre en question, parce qu'on n'oublie pas tout ce qui s'est bien passé aussi. Donc maintenant, sportivement, il y a un échec là-dessus. C'est comment on va travailler différemment pour amener ces joueurs-là, en espérant que dans 4 ans, on ait une équipe compétitive au moment de la Coupe du Monde. Il faudra 4 ans pour les amener, mais il faut qu'elles soient aussi compétitives ce jour-là. Donc peut-être sur les blessures, sur les joueurs qui ont beaucoup joué, est-ce qu'il y aura peut-être un aménagement, est-ce qu'il y aura une attention un peu plus particulière. Je pense que le but c'est de tirer les enseignements, ça c'est leur problème à ce moment-là, avec forcément les problématiques fédérales et clubs qui sont aussi par moments en désaccord.
L'avenir du rugby, toi tu es optimiste, parce qu'on a quand même souvent le président de la Fédé qui dit qu'on est le deuxième sport médiatisé, mais que le 10e en licencié. On voit qu'il y a beaucoup de rassemblements sur les jeunes, notamment du 14, du 16, du 18, c'est un peu compliqué. Alors peut-être pas dans la région de Toulouse, mais en tout cas au niveau national, on a une perte de licence sur les 14 du 16 qui est assez importante. À ton avis, c'est quoi les leviers pour justement qu'on redonne un peu de boost à ce sport qui est quand même un beau sport et qu'on ait plus d'attirance des jeunes sur ces catégories d'âge qui sont assez stratégiques? Continuer à faire ce qu'a fait la fédération, c'est-à-dire expliquer que le rugby, il y a deux rugby, hein. Il y a le rugby télévisé qu'on voit, qui est fait par des professionnels, qui eux ont les outils pour pouvoir se protéger, même si après l'accident reste là-dessus, mais qui n'est pas le rugby. Il ne faut pas effrayer les parents de mettre leurs enfants, je veux dire, au rugby, dans la mesure où tout est fait pour garantir l'intégrité, dans les règles, dans les contacts, dans la propension à s'opposer, qui n'a rien à voir, je dirais, avec le secteur des pros. Et je pense qu'il faut faire vraiment la dissociation entre ces deux sports, qui restent du rugby, mais qui ne sont pas sur le même engagement et qui n'ont pas les mêmes, entre guillemets, impacts, je dirais, visuels, d'effraiement qu'il peut y avoir, qu'on peut avoir chez les jeunes. Au contraire, je pense qu'il faut redonner un petit peu l'accent. Alors, je ne vais pas vous convaincre à vous parce que vous êtes de la famille du rugby, mais sur les valeurs, sur les vertus que apporte le rugby dans la construction d'un homme, d'une femme, dans un collectif de différenciation avec des cultures, des profils, des caractères, et finalement de voir comment on arrive à construire des groupes humains merveilleux. On parlait d'embarquer, on embarque les joueurs, on embarque les parents, on embarque toute une famille, des troisième âge, des bénévoles. Donc on a une richesse au rugby qui est sincèrement sans commune mesure. Et notre sport qui reste malgré tout un sport d'affrontement, donc un peu de crainte. Quand les parents, je vais vous cacher, moi, quand j'en ai un, j'ai 80 minutes, quand j'ai les deux fois 80 minutes, la boule au ventre. Mais tout parent, c'est pas d'aujourd'hui, parce qu'on croit que c'est parce qu'ils sont au Stade Toulousain, équipe de France, j'ai la même chose quand ils avaient 10 ans. Parce qu'on est là, parce qu'on vit pour eux, parce qu'il a pris un coup, il se relève, et c'est bon, il se frotte le genou, ça va. On est inquiet, mais en même temps on vit ça. Et puis on leur dit, allez, c'est pas grave, lève-toi, allez, tu repars, allez, bouge-toi un peu. Parce qu'on veut, voilà, parce que la vie, de manière, ça les prépare aussi à la vie. La vie, c'est pas facile, ils en auront des déceptions économiques, professionnelles, je sais pas, sentimentales. Non mais voilà, la vie c'est ça, la vie c'est plein d'épreuves. Après c'est ce qu'on en fait, est-ce qu'on se plaint et qu'on pleurniche tout le temps, ou à un moment on se dit bon, on se relève et je pense qu'au rugby on les apprend à se relever. On les apprend à se relever, et même si c'est difficile, des fois il y a toujours une main tendue, un partenaire qui dit bah tiens, sachant que 2 minutes après c'est peut-être toi qui vas le relever. Et ça c'est des choses qui permettent à nos gamins, voilà, dans un collectif, même d'entreprise, où de se dire voilà, quand tu joues au rugby, tu sais ce que c'est de travailler ensemble. Et moi je recommande fortement finalement ces garçons et ces filles-là parce que voilà, il y a jouer au rugby, il y a voir, et puis quand tu as joué, tu sais ce que c'est. Finalement, le rugby à 7, le rugby à 5, c'est aussi une façon de venir à ouais, un sport un peu différent. Complètement, c'est pour intégrer finalement, d'ouvrir l'éventail. Hein. Alors sur un rugby, parce que finalement il y a plein qui n'ont pas joué, on a les enfants qui jouent, tiens, il faut voir ce que c'est. Et finalement on a mis un petit peu des particuliers sur ces sports-là qui sont géniaux finalement, parce que ça permet de toucher, sans avoir bien sûr le rapport de contact qui permet d'éviter les bobos. Et puis on se rend compte un petit peu ce que c'est. Voilà. Ah ouais, une passe en courant, ben, c'est facile, mais des fois, bon, je la mets un peu n'importe où. Le placement, c'est fatigant, il y a un peu de cardio. Voilà, ça reste de l'amusement, c'est bien. Ça permet finalement de rentrer même tardivement dans l'activité. Et je pense que c'est aussi plaisant voilà, pour ceux qui n'ont pas pratiqué, de dire bah, tiens, j'ai moins joué au rugby, même au loisir, 5, je sais ce que c'est. Ouais. Et bon, parce que moi je vais te laisser poser des questions, peut-être si ouais, pas de souci. Et quel regard tu portes sur le club de rugby alors? C'est toujours en immersion. T'as pas tout vu, c'est dommage, on aurait dû t'inviter dimanche. On a eu un bon match quand même, c'est un bon match de National 2. Et puis tout l'engouement, le public, les bénévoles. Non mais ça on le ressent de manière, il n'y a pas de secret. Arriver comme ça sur un stage qui a été monté, pas dans l'urgence parce qu'on l'a fait, mais qui s'est fait partir en moins d'1 an. Arriver à avoir 120 enfants, ça veut dire quelque part il y a une mobilisation de l'ensemble du club. Pour avoir communiqué, pour avoir fait en sorte que voilà, les garçons de toute la Haute-Savoie soient au courant, se retrouvent là, on voit bien des garçons qui viennent de Nîmes, du Gard, donc finalement il y a une communication, donc ça veut dire qu'il y a une implication forte. On le voit aussi, ne serait-ce que dans ce salle, midi, tous les bénévoles, l'équipe à Roland qui a été là, qui sont aux 4 coins pour les enfants, qui puissent manger dans de super conditions, c'est pas rien. Donc on sent que voilà, il y a une culture, qu'il y a une envie. Moi je suis pas surpris parce que Remy, j'ai joué ici, donc je sais ce que c'était en termes de club, même si après le paysage rugbystique a évolué ces dernières années avec l'économie.
et au même titre que les grands clubs de Lourdes, et Lanière et tout, voilà, aussi on va dire la difficulté. Mais on sait que voilà, qu'il y a une culture. Quand on va à Rumi, je sais que c'est rude là-bas quand même. Hein. C'est rude par le climat, c'est rude par le jeu aussi, même si l'accueil est chaud, chaleureux, ça veut dire pardon, chaleureux, et donc chaud, forcément. Donc je suis pas surpris de l'engouement, et c'est pour ça qu'on était ravis de venir, ouais. Parce que je savais qu'on était dans un fief du rugby, voilà. Et ce que vous faites aujourd'hui, les installations que vous avez, les infrastructures, je vois aussi même la réception à la mairie, tu vois, je trouve que voilà, ça mobilise beaucoup de monde, donc c'est pas anodin. Il y a un amour pour le rugby. Je parlais, moi les anciens, je suis attaché parce que je sais ce que ça apporte dans un club. Voilà, de les avoir aussi missionnés, de les avoir, je veux dire, rencontrés, de leur permettre voilà, d'exister, tout en mettant bien sûr les forces jeunes qu'il faut aussi s'accaparer le projet. Ils l'ont fait à leur époque, maintenant il faut qu'aussi de l'énergie, de la vivacité viennent derrière. Mais c'est tout cet amalgame qui fait que c'est un club qui se reconstruit, qui se renouvelle, qui grandit, avec des projets splendides. Ouais. Quand on va parler du concert que vous faites voilà, pour réaliser, c'est pour moi des choses innovantes. Peu ont le courage d'y aller parce que c'est pas évident hein, en termes d'organisation, mais finalement c'est une idée comme une autre qui permet finalement de générer une économie, de générer pas qu'une économie, c'est aussi générer voilà, un déplacement de foule dans un fief, c'est-à-dire de vous dire ben, là vous êtes au stade de rugby de Rumi, alors que des personnes n'auraient jamais mis les pieds peut-être, mais c'est pas grave, c'est une façon encore une fois d'être attractif, de faire parler de son club. Et tout ce qui permet de le faire, je trouve que c'est des bonnes initiatives. Donc il ne faut pas être, encore une fois, l'innovation, elle est dans tous les sens, il n'y a pas de règles. Il y a, voilà, à partir du moment où ça respecte, je dirais, un peu l'identité, les valeurs, forcément elles changent un petit peu parce qu'elles se modernisent, mais il ne faut pas en être effrayé, au contraire, il faut les appréhender avec modernité, et parce qu'on parle à une génération aussi qui est différente de ce qu'on a été, et il faut s'adapter aussi à eux. Et répondre à cette génération-là, bah, à mon avis, c'était dans le vrai. Donc, ouais, un grand bravo, et je ne suis pas inquiet sur la suite et la continuité linéaire qui devrait y avoir. Merci. C'est encourageant. Moi, les fondations sont là. Ce que je retiens, c'est que même s'il y a beaucoup de choses qui évoluent, vous avez quand même une colonne vertébrale au Stade Toulousain qui est quand même forte et qui est très marquée, très montrée, et que vous arrivez à bien perpétuer. Ça, c'est ce que je retiens de tout ça fait expliquer. Je peux témoigner. Mais bien sûr. J'ai été sponsor de 86 à 98 du Stade Toulousain. Les premiers discours que j'ai entendus, l'ossature était là. Hein. Il y a quelques variantes, bien sûr. Le Stade Toulousain en 86, les repas d'après-match, il y avait moins de monde qu'ici. Hein. D'avant-match, je veux dire. Il y avait moins de monde qu'ici. Hein. Donc on a de l'espoir. La première, comment Toulouse a reconnu Rumilly, la première fois que Rumilly est venu à Toulouse, la dépêche du midi le matin, le titre c'était « Cette équipe inconnue descendue des montagnes ». Didier, tu veux peut-être parler de ce que vous avez connu, comment vous prépariez les matchs, parce qu'a priori c'était un peu moins serein quand même dans le vestiaire Rumi que dans le vestiaire de Toulouse. C'est le plan de jeu. Il fallait pas sourire. À Rumi, il fallait pas sourire au mauvais moment, parce que tu pouvais vite sortir avec une arcade. Non mais je pense que vous aviez quand même... Ouais. En deux mots, c'est vrai que nous on est arrivé, on a commencé une belle génération de jeunes, là, on est arrivé pour jouer en Fédéral 3, on a commencé. Fédéral 3, donc on a découvert le rugby à ce niveau-là. Il y avait 50 personnes au bord du terrain. Et 6-7 ans après, on jouait le top 16. Quoi. Donc en très peu de temps, on a progressé. Donc c'était allé très vite. Il a fallu progresser physiquement, techniquement et tout ça. Donc il a fallu mettre les bouchées doubles, c'est sûr, pour y arriver. Et bon, on ne gagnait pas forcément les matchs avec justement la méthode de Stade Toulousain, le panache et tout ça. On mettait des choses beaucoup plus simples, donc il y avait beaucoup plus d'engagement physique, voilà. Des choses simples qu'on savait faire. Peut-être qu'on se rassurait là-dessus, puis on arrivait malgré tout à faire avoir des beaux résultats. On a eu des beaux résultats, quoi. Donc voilà, on a lancé la machine à ce moment-là, et après d'autres joueurs sont arrivés derrière pour continuer. Je crois qu'on a fait, on était à la locomotive de ce club. Maintenant, on espère tous que ça continue avec les wagons. Il y a beaucoup de wagons qui s'accrochent derrière et il faut y arriver. Je crois que le message, Christian,